Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Nick Payne, analyste politique. Il revient sur la semaine politique québécoise écoulée avec 3 sujets. Budget de l'an 1 des péquistes. Ensuite, Paul Saint-Pierre Plamondon réitère son engagement ferme à tenir un référendum sur l'indépendance. Et pour finir, Gabriel Nadeau-Dubois évoque une réflexion sur son avenir politique après 2026. Mais tout d'abord, Stéphane Thibodeau, ancien militant au Parti québécois, évoque la première victime de la guerre qui est souvent la vérité. Il s'agit en l'occurrence de se montrer vainqueur, fort et juste, afin d'influencer l'opinion publique en sa faveur. Stéphane Thibodeau, bonjour. Bonjour, Monsieur Trottier. Vous allez nous offrir un petit manuel de santé mentale en temps de désinformation, c'est ça? Oui, c'est pas mal ça. Parce que... Oui. Non, allez-y. Évidemment, vous savez, il y a à force d'être vrai, c'est devenu un poncif ou un cliché. C'est-à-dire que la première victime, à part des victimes civiles, la première victime dans une guerre, c'est la vérité, parce que chaque camp, chaque belligérant, évidemment, tire la couverture de son côté par sa propagande, par le fait que chacun voit midi à sa porte. C'est exactement ça. D'ailleurs le problème en temps de guerre, c'est que les deux camps essaient de créer une espèce de climat passionnel qui va mobiliser la population, qui va mobiliser les forces en présence. Mais le problème avec ça, c'est que dans ce climat passionnel-là, la réflexion prend vite le bord. J'imagine. Oui, allez-y. Et c'est le problème, c'est que dans ce genre de climat-là, on a tendance à adhérer aux informations qui confirment notre point de vue, c'est le fameux billet de confirmation, et à laisser les autres de côté. Donc, même si ces informations-là sont douteuses ou pas du tout avérées, ou même parfois carrément fausses, on va y adhérer quand même parce que ça nourrit notre camp, finalement, ça nourrit cette mobilisation-là. Ça pose une question en filigrane, Stéphane Thibodeau. Il y a une question passionnante dans votre propos. Est-ce qu'on peut entrer au combat en doutant, en réfléchissant, en faisant la part des choses? Ce que vous dites est très juste, sauf que dans l'urgence, la situation, vous avez un ennemi. Vous n'allez pas vous mettre à raciociner, à dire, oui, mais il a peut-être raison parce qu'il y a 50 ans, et puis là, mais je peux comprendre son conflit. Ah, mais non, mais là, parce que mes grands-parents, mon père, enfin, je sais pas trop quoi. À un moment donné, on peut se perdre dans une jungle de détails et être dans le vrai, forcément, mais ça démotive, ça démobilise dans un combat. Oui, c'est un réflexe naturel, on peut le comprendre. Effectivement, le but premier, c'est pas de se mettre à réfléchir c'est de réagir. Absolument. C'est tout à fait normal. Mais par contre, la désinformation peut aussi nuire à l'action. C'était, par exemple, le cas pendant la fameuse guerre des 6 jours, où dans le camp de Nasser, en 1967, donc Nasser n'avait pas les bonnes informations et c'est ce qui l'a amené à prendre des décisions, des mauvaises décisions. Parce que ces généraux lui cachaient la vérité et les informations qui étaient disponibles, c'était, mon Dieu, l'armée égyptienne est en train de bousculer l'armée israélienne, alors que c'était tout à fait le contraire qui se passait. Et donc, ça peut être dangereux aussi pour l'action quand la désinformation devient trop, prend le pas sur l'information. Et en plus, il disait à tous les Égyptiens, El Nasr, c'est quoi, El Nasr Lana ou un truc comme ça. Ça veut dire que la victoire est à nous et tout le monde. Les Égyptiens sont entrés dans le Sinaï à pieds joints. Enfin bref, et ils se sont fait torcher littéralement. C'était toute une histoire. Voilà. Évidemment, on parle beaucoup de la guerre Israël-Hamas. Mais c'est pas la seule guerre, quoi qu'elle. Celle-ci éclipse les autres et celle qui était là avant, qui nous occupait énormément, c'était la guerre, l'agression russe contre l'Ukraine, la guerre russo-ukrainienne si vous voulez. Là aussi, il y a comment vous dire, c'est d'une complexité inouïe et évidemment, les informations ont tendance à simplifier et puis pour susciter de l'enthousiasme, une adhésion, ou ne serait-ce que par souci d'audimat, d'avoir des auditeurs, on peint les choses en blanc ou en noir. Eh oui. Et ce qui se passe, par exemple, avec la guerre en Ukraine, c'est qu'on a eu beaucoup de propagande ukrainienne et russe, évidemment. Mais le problème, c'est que les médias occidentaux ont choisi leur camp.
Donc, on a relayé avec pas mal de complaisance la propagande ukrainienne, ce qui a amené beaucoup de désinformation sur le conflit et sur les motivations des Russes aussi, parce que ça aussi, c'est une autre chose qui est primordiale dans une guerre, c'est de comprendre les intentions du camp adverse. Ah, absolument. Et souvent, un conflit va perdurer parce qu'on méconnaît le camp adverse, on le diabolise, on lui prête des intentions qui sont pas nécessairement les siennes. Mm-hmm. Et ça, c'est un exemple frappant là, dans le cas de la guerre en Ukraine. Il y a eu quelques histoires qui ont été assez médiatisées dans cette guerre-là, Stéphane Thibaudot. Il y a une centrale de Zaporizhzhia qui est la deuxième grosse centrale en Ukraine, je pense, après Tchernobyl. On avait confondu un missile russe avec une cheminée, je pense, c'est pas ça? Oui, c'était assez cocasse. On montrait comme preuve, on montrait des photos d'un missile qui était tombé, qui n'avait pas explosé, qui était tombé puis qui est sur le toit de la centrale. En réalité, c'était une vieille cheminée qui était et qu'on a fait passer pour un missile. Et il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup. Oui. On a montré aussi des images d'incendies qui provenaient en fait d'un complexe industriel chinois. On a fait passer ça pour un incendie déclenché par le bombardement dans la centrale. Donc, il y en a eu beaucoup. Et ça a été relié par les médias occidentaux sans vérification. Mm-hmm. Retour à Gaza, il y a eu aussi le bombardement de l'hôpital Al-Ali. Alors là, Israéliens et Hamas, enfin l'autorité israélienne ou l'armée, si vous voulez, et le Hamas se renvoient la responsabilité. Et à date, est-ce que c'est... Bon, les Occidentaux prennent en général le parti d'Israël. Là, les régimes arabes vont prendre, et la Turquie aussi, je pense, va prendre le parti du Hamas ou des Palestiniens au sens large. Là, encore une fois, il y a deux versions, et puis à un moment donné, il faut voir les photos, et à un moment donné, ça prend du temps et ça prend un examen, si j'ose dire, presque... Dans le contexte, c'est un gros mot, mais un examen équilibré et calme, si tant est qu'on puisse examiner de façon calme ces histoires-là en pleine guerre. Oui, puis dans ce cas-là, le problème, c'est que souvent, on commet deux erreurs. On se fie à des informations des sources de seconde main au lieu de remonter à la source. Ah oui. Et ça, c'est souvent, ça amène souvent des déformations et des erreurs. Puis l'autre erreur qu'on commet, c'est qu'on contextualise pas l'information. Donc, on s'en tient à l'anecdote au lieu d'essayer de voir le contexte autour. Et souvent, ça change complètement l'éclairage de ce qui s'est passé vraiment quand on comprend le contexte. Quand même, Stéphane Thibaudot, je veux dire, si contexte ou pas contexte, une bombe est tombée quelque part et elle est signée d'une des deux armées ou d'un des deux belligérants. Je veux dire, en quoi le contexte peut-il atténuer ou changer un peu la perception? Dans ce cas-là, c'est même assez primordial parce que quand on regarde des photos du site de l'impact, on constate tout de suite que le cratère d'impact est très petit. Les édifices autour ont très peu endommagé. Mm-hmm. Il y a même un toit en tuiles juste à côté de l'explosion qui est les tuiles quand même fragiles, qui est demeuré à peu près intact. Donc on devine c'est une explosion d'assez faible puissance en réalité. C'est pas et quand on connaît le contexte, c'est que on a dénombré plusieurs centaines j'ai juste le mot en anglais, excusez-moi de l'employer, de misfire. Oui, de faux. D'incident de tir. De quoi? D'incident de tir. Oui, parfait. Je viens de l'expression. Bravo. Donc, parce que souvent, c'est des roquettes qui sont tirées de façon artisanale. On prend des canalisations d'eau, puis on en fait des obusiers. C'est très artisanal, mais souvent. Donc, ces roquettes-là sont très, très imprécises. Et il y en a beaucoup qui retombent sur la bande de Gaza. Mm-hmm. Donc, et ça, c'est d'ailleurs Human Rights Watch a publié un rapport il y a quelques années de ça pour dénoncer la chose. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup de civils palestiniens qui se faisaient envoyer des roquettes de Hamas sur la tête. Et donc, ça, on n'en parle pas. On n'en a pas parlé, c'est justement par contextualiser l'information. Évidemment. Vous dites, Stéphane Thibaudot, qu'il faut remonter à la source première d'information, mais vous sous-entendez par là que
comment dirais-je, le médium qui va être le premier à prendre une photo, à regarder ce qui s'est passé, l'accident est tel, enfin bref, lui serait objectif. Qu'est-ce qui vous garantit que dans le cas d'Israël et du Hamas ou la Russie, l'Ukraine ou le Congo, le nord-est de la République démocratique du Congo ou à plein d'autres endroits sur Terre, qu'est-ce qui vous garantit que le journaliste qui met le nez, qui est physiquement là où il y a eu un impact ou un meurtre ou que sais-je, n'est pas lui-même une orientation éditoriale? Mais justement, c'est justement pour vérifier, parce que, exemple, si on revient à l'exemple de la centrale de Zaporizhia, oui, en Ukraine, donc l'information, quand ça a commencé à être diffusé l'année dernière, oui. En vérifiant d'où venait cette information-là, c'est en réalité un témoignage qui avait été diffusé sur la télévision d'État d'Ukraine. Oui. Donc, on pouvait déjà douter. Si c'était diffusé sur la télévision d'État, on peut quand même se poser des questions sur l'éventuel billet de la chose. Donc, il faut un médium indépendant. Oui, malheureusement, c'est très difficile et c'est justement la question des sources. C'est vraiment compliqué parce qu'effectivement, on peut jamais définir une source comme étant 100% fiable et non biaisée. Toutes les sources le sont. C'est pour ça que c'est important de recouper les sources, de s'abreuver à différentes sources. Et là, on peut approcher un petit peu plus proche de la vérité, avec des grands guillemets. Là. Oui, sans doute. Mais on peut donc souvent en ayant des points de vue différents et aussi en cherchant des sources qui sont les moins biaisées possibles, on peut réussir à avoir une idée un petit peu plus juste, avoir un portrait un peu plus juste. Stéphane Thibodeau, vous nous parlez donc de la désinformation en temps de guerre, et puis bien chaque camp fait de la propagande et montre des photos où c'est l'autre partie qui est absolument pécheresse, et puis le premier se défend, et vice-versa. Est-ce qu'il y a aussi une chose, la question de la langue, parce que prenez l'exemple je sais pas, j'imagine la guerre en Tchétchénie, les anciennes guerres en Tchétchénie, pas grand monde parlait de tchétchène. Aller dans des pays loin de la sphère d'influence occidentale, si vous voulez, et qui diffusent de l'information dans leur propre langue, il faut avoir des gens qui parlent la même langue, il faut que ci, il faut que ça. C'est bien beau quand c'est en anglais, en français, en espagnol, ou même en arabe, et encore, l'arabe en Occident, et c'est pas, à part les immigrants arabes, il n'y a pas grand monde qui le parle. Je veux dire, il faut pouvoir décoder l'autre monde, qu'il soit linguistique, religieux, culturel, enfin bref. C'est la beauté d'Internet maintenant, oui. C'est que primo, on a accès à des sources qui sont souvent en langue anglaise, même qui sont diffusées, par exemple, le Time of India, qui est très intéressant, qui est souvent qui est diffusé en anglais. Et même quand les textes sont dans la langue du pays, souvent on peut se débrouiller maintenant avec les outils de traduction. On peut réussir à lire, à traduire les textes et à les lire dans sa propre langue. Donc c'est très 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 pratique. Et j'y ai beaucoup recours. J'essaie toujours de trouver des petites sources comme ça à l'extérieur parce que les médias occidentaux sont souvent très monolithiques dans leur approche dans ce genre de dossier-là. On l'a vu aussi avec le conflit en Irak, ça a été la même chose. On a eu, à part quelques médias qui faisaient des efforts pour vérifier l'information, pour pas gober la propagande américaine, la bouche ouverte. La majorité ont diffusé les fausses informations sur les ADM en Irak et les usines de bombes bactériologiques, etc., etc. Donc, on a vraiment pas pris la peine de vérifier, alors que dans les pays qui n'étaient pas sous la sphère d'influence américaine, on avait des points de vue un peu plus équilibrés. Pas toujours. C'est sûr qu'il y a toujours des biais aussi de leur côté aussi. Comme l'Inde est assez proche de la Russie, donc c'est sûr que les articles des médias indiens vont présenter
un peu plus le point de vue russe. Il y a aussi une chose, Stéphane Thibaudot, contre laquelle il faut se prémunir, c'est vous avez fait allusion au début de cette entrevue aux biais cognitifs, dans lesquels on peut aussi mettre préjugés, idées préconçues, etc. Il y a une chose, c'est que je prends l'histoire d'Israël et le Hamas. De plus en plus, il y a deux camps idéologiques qui s'affrontent avec leurs arguments, et il y a de moins en moins de possibilités d'avoir une passerelle, de tenir c'est pas l'histoire d'être dans un juste milieu, mais d'entendre les doléances des deux camps, c'est très difficile. Très souvent, quand on va critiquer le Hamas, on est islamophobe. Quand on va critiquer Israël, c'est de l'antisémitisme déguisé. À un moment donné, la vérité elle-même devient objet de perception, de biais, de préjugés et de anti-ceci ou phobie cela. Et oui, c'est le danger de notre époque où on est très... une espèce de polarisation qui est très malsaine du débat public. Et cette polarisation-là empêche d'envisager des positions un petit peu plus mitoyennes. C'est pas nécessairement le juste milieu, mais des positions qui tiennent un peu plus compte du point de vue des uns et des autres. Ce qui veut pas dire qu'il y a des dérives, comme par exemple quand on essaie d'expliquer le contexte qui a mené à l'invasion russe en Ukraine. Ça veut pas dire qu'on est d'accord avec les Russes. Ou qu'on justifie la chose, mais quand on comprend pourquoi ils en sont venus là, on a une vision peut-être un petit peu plus mesurée. Et on sort des discours très hystériques, là, les Russes veulent envahir l'Europe, ou des choses comme ça, là, où Poutine serait un nouveau Hitler et un nouveau Staline, ou je sais pas trop. Oui, c'est ça. Exactement, là. On entend souvent ça, et évidemment, c'est réconfortant, parce que pour le camp anti-Poutine, évidemment, mais... Et aussi, Stéphane Thibaudot, si vous dites faut faire la part des choses, faut comprendre, faut juger, sous-peser, ne pas se conclure trop hâtivement, faut prendre un peu de temps et utiliser sa raison froide si possible dans ces tragédies, on va vous accuser d'être du camp adverse. Si vous êtes au milieu, médiateur entre deux points de vue extrêmement opposés, chaque camp va vous renvoyer dans le camp adverse. Si vous dites oui mais... Oui, bien exactement. Et d'ailleurs, c'est assez comique parce que j'ai déjà participé à des discussions avec c'était un forum français qui était très fréquenté par... il y avait des Israéliens qui fréquentaient le forum, il y avait des Arabes. Bon. Et il y avait un long débat. Le débat, il a duré plusieurs années. Hein. C'était un topic qui a duré des années et des années. C'était un débat justement sur le conflit israélien, palestinien-israélien. Oui. Et là-dessus, je me suis fait traiter à la fois je me suis fait traiter de pro-israélien, de pro-arabe. Voilà. On m'a accusé de tous les et moi, j'essayais juste de dire oui, mais est-ce que vous avez tenu compte de... Et quand quelqu'un exprimait un point de vue, un camp ou l'autre, mais là, je disais oui, mais est-ce que vous avez tenu compte de tel ou tel, par exemple, la colonisation des territoires occupés? C'est un gros contentieux et les Palestiniens subissent énormément de problèmes liés à ça, les routes protégées qui empêchent la liberté de mouvement dans les territoires, etc. Le mur de protection qui a été conçu manifestement pour gêner le plus possible la vie des Palestiniens du secteur. Officiellement, c'était pour empêcher les bombes vivantes. Oui, puis mais quand on regarde le tracé, on voit par exemple le mur passe entre une école et un village. Oui. Donc pour aller à l'école, les Palestiniens du village les enfants doivent passer par un checkpoint qui est très éloigné, attendre et aller à l'école et revenir le soir. Et ça peut être des heures d'attente parfois là à ces checkpoints là. Oui. Et des fouilles humiliantes et tout là, on imagine là tout est fait pour. Oui, et si c'est tous les jours comme ça, oui, et si c'est tous les jours comme ça pendant des décennies, alors, imaginez un peu. Bon, le mur c'est pas des décennies, mais bon, d'autres vexations également, ça finit par user même les meilleures volontés, pour le dire gentiment. Stéphane Thibaudot, il nous reste 1 ou 2 minutes.
Je pense toujours à cette phrase du philosophe Baruch Spinoza, d'ailleurs juif d'Amsterdam, qui avait été expulsé par sa propre communauté, je pense. Oui. Oui. Il a écrit le traité notamment le traité politique, et dans lequel il dit, dans les affaires humaines, je me suis toujours efforcé de ne pas rire, de ne pas condamner, de ne pas me moquer, mais de comprendre. Or, comprendre, je vous écoute depuis 20 minutes, comprendre vous isole. C'est malheureusement souvent le cas, oui. Parce que les gens, surtout en contexte de conflit, oui. de tension, de polarisation, les gens veulent vous pousser à prendre position. Mm-hmm. Mais quand on est dans la réflexion, c'est justement, on essaie de pas prendre position. Ça ne veut pas dire qu'on va pas finir par prendre position soi-même. On est des êtres humains. On n'est pas des êtres uniquement de raison. Il faut choisir. Mais oui, à un moment donné, on prend position. Mais en prenant son temps, en examinant toutes les parties. Et je pense que c'est un exercice d'autant plus important quand on fait pression sur nous pour prendre position, de prendre du recul, plutôt de dire non, je me laisse pas engager là-dedans et je vais essayer de réfléchir avant de prendre position. Écoutez, on va essayer de suivre votre conseil, Stéphane Thibodeau. En tout cas, c'est bien d'entendre cette voix-là dans de brouhaha passionnel qu'il y a aujourd'hui avec, il ne sait pas seulement Israël-Hamas, on a parlé de la Russie, de l'Ukraine, il y a d'autres conflits un peu partout dans le monde. Ceux qui occupent nos opinions publiques occidentales sont surtout la guerre russo-ukrainienne et la guerre Israël-Hamas. Stéphane Thibodeau, merci beaucoup pour ces propos fort équilibrés, en un sens c'est rassurant si on a le courage d'affronter cette solitude qui en est le lot. On vous retrouve une prochaine fois. Parfait. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup, merci. À venir sur les ondes de Radio VM, la semaine politique québécoise. On vous revient après la pause publicitaire.